Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran. Bonjour. Bonjour. Chef économiste de l'Air Hermès. Alors, l'économie mondiale va mieux, c'est ce que nous dit l'OCDE. Est-ce que vous partagez, c'était hier, est-ce que vous partagez cet enthousiasme? Est-ce que vous aussi, vous voyez des signaux clairs d'amélioration? Moi, j'en vois, le commerce mondial qui rebondit, la production industrielle aussi, et on pourrait en mettre d'autres. Je crois que tout le monde est d'accord. Il y a en effet une reprise. En début d'année, vous étiez cyclique. un peu, je me rappelle, toujours j'étais un peu chafouin. J'étais un peu chafouin en Je suis début toujours d'année. chafouin parce que malheureusement, je pense que ça ne va pas trop durer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un rebond qui le s'explique. Cassandre, Ouais, le je suis désolé. Cassandre. Non, mais parce qu'il faut regarder pourquoi ça rebondit. Et ça Donc rebondit... l'OCDE a tort ou a raison alors? Non, je pense que l'OCDE… N'importe qui l'OCDE. Respect C'est pour pas l'OCDE. n'importe qui, je respecte infiniment. Non, je pense que là où ils ont raison, c'est qu'il y a une reprise de cycle. C'est-à-dire qu'il y a un vrai effet prix dans l'économie aujourd'hui. Vous parliez du rebond du commerce mondial. On voit clairement que le rebond des importations de la Chine, par exemple, 20% au premier trimestre en valeur. Le fait que les prix du pétrole sont 3 fois plus élevés aujourd'hui qu'ils n'étaient au premier trimestre 2016, puisqu'ils sont aujourd'hui autour de 50 et quelques. Ils étaient à moins de 20, à 18 en fait, au premier trimestre 2016. Tout ça, ça participe à donner cet effet prix qui manquait dans l'économie depuis un moment, ce fameux effet reflation. Le problème, c'est que une des hypothèses derrière la reflation mondiale, c'était le méga stimulus américain qu'avait promis le président Trump. C'était 1000 milliards de dépenses additionnelles dans l'infrastructure, 1000 milliards de baisse d'impôts, et puis on voit bien, et puis un petit peu de protectionnisme, et puis on voit que c'est déception après déception, et qu'on n'aura pas cet effet dollar si fort et cet effet de reflation américaine qu'on attendait. Et donc moi j'imagine qu'on aura certainement un premier semestre un petit peu plus, avec plus d'entrain que l'année dernière. En revanche, et qu'on atteindra peut-être les fameux 3% de croissance mondiale à la fin de l'année. En revanche, je ne pense pas que c'est un cycle parfait comme on pourrait l'avoir, parce que justement il y a ces moteurs américains compliqués et ce moteur chinois qui quand même a certains ratés. Bon, sur le moteur américain, l'OCDE pointe ainsi, ça souligne le haut degré d'incertitude, justement, vous le disiez aussi, autour de l'ampleur du stimulus budgétaire de Trump, ce qu'il pourra faire passer au Congrès. Ça n'aura d'effet d'ailleurs qu'en 2018, a priori, et on s'oriente vraiment vers quelque chose de chétif, de malingre, de lilliputien. En termes de croissance, nous, je pense qu'on va finir avec 2,2% de croissance aux États-Unis cette année. C'est très bas. Entre 1,6 l'an dernier. Voilà, alors l'année dernière est une année très spécifique. Si vous vous rappelez, pareil, le premier trimestre 2016, il y avait des signes de récession aux États-Unis. Puis après, il y a eu cette pause un petit peu électorale qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé sur le consommateur, sur l'investissement. Et puis, fin d'année, on a eu ce mode risk-on, comme on dit sur les marchés. Tout le monde s'est dit, avec la magnitude des politiques publiques annoncées par Trump, on va vraiment y aller. On a vu des revolutions au niveau des entreprises, on a vu des ménages qui ont pris des dettes immobilières, etc. Et puis maintenant, on voit que c'est vrai, il a essayé de faire des choses, mais qu'il a déjà, du mal à passer une partie des réformes au Congrès. Et puis deux, on se rend compte qu'en termes de risque réputationnel pour les États-Unis, il y a de nombreuses choses à régler. On l'a vu avec le G7 à Taormine. Et donc, je pense que nous, on va être on a des signaux mixtes venant des États-Unis, sur le consommateur notamment. Moi, je ne suis pas persuadé qu'on soit au plein emploi parce que le taux de participation sur le marché du travail est très bas. Donc, on va avoir, oui, plus de croissance que l'année dernière. En revanche, on n'aura pas 3-4% ou 5% de croissance comme on avait anticipé. Alors en nominal, certes, mais je crois que c'est intéressant d'ailleurs pour la Fed. C'est-à-dire que la Fed va certainement être un petit peu plus colombe que ce qu'on aurait attendu. C'est-à-dire qu'elle ne va peut-être pas augmenter 3 fois ses taux cette année, mais elle va peut-être le faire que 2 fois pour justement accompagner. Peut-être au mois de juin. On en parlera après de la Fed, mais juste, il y a un risque de déception quand même aussi sur les États-Unis. C'est-à-dire que si, encore une fois, le soutien, le grand plan de Trump finalement accouche d'une souris, on pourrait avoir une économie américaine qui est plus faiblarde que prévu. Oui, alors moi je ne crois pas à la récession. Il y a beaucoup d'analystes qui commencent à parler de récession en 2018 aux États-Unis. Moi, j'y crois pas. Basé sur quoi? Basé sur le fait qu'il y a une contraction, il y a un ajustement du marché, par exemple. Le fait qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont complètement déconnectés de la réalité de l'économie. La croissance du PIB en annualisé aux États-Unis, aujourd'hui, elle est à peine à 2%. Et donc, il n'y a pas de raison, si vous voulez, d'avoir le type de comportement sur les marchés qu'on observe aujourd'hui. Et donc, il y a un risque d'excès, d'exubérance aux États-Unis. C'est classique. C'est-à-dire que même si c'est un peu plus cher, vous continuez de consommer, vous vous endettez pour consommer. Et donc, les gens ont peur de recréer des bulles qui soient un petit peu moins localisées que les bulles qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, s'il y a vraiment un petit peu d'excès, il y a un risque de contraction à un moment donné. Pardon, c'est ce que dit l'OCDE. Ouais. Ils disent bien il y a ce risque d'une correction boursière à l'échelle mondiale carrément, parce que c'est vrai que depuis l'élection de Trump, les bourses mondiales ont pris
ont pris 10%. C'est un scénario pour donc il ne faut pas. Moi, je pense que ça ne sera écarter. pas une correction rapide. Je pense que la résilience qu'on a démontrée dans un cycle bas, on la montrera aussi dans un cycle haut. Donc moi, je n'ai pas l'impression qu'il y aura une forte correction. Je pense qu'en fait, on va avoir des marchés qui petit à petit vont trouver un petit peu plus de fondamentaux et qui vont revenir autour de ce qui devrait être aujourd'hui, en gros, la croissance attendue par les marchés, c'est-à-dire si vu le niveau de marché, on devrait être à 4% de croissance annualisée aux États-Unis. On en est à la moitié. Donc il y a en effet sur les 10%, il faudrait peut-être qu'il y ait la moitié qui soit corrigée. Je pense que ça va se faire tout au long de l'année. Je ne pense pas que ça va se faire d'un coup. En fait. Un mot des élections législatives aujourd'hui au Royaume-Uni, Ludovic Subran. L'issue est incertaine, on ne sait pas effectivement ce qui va sortir. La meilleure configuration politique pour nous, pour les Européens, il y aura des négos sur la sortie du Royaume-Uni, sur le Brexit. C'est quoi? C'est une Theresa May, on la voit, qui est affaiblie. Ça serait ce qu'il y a de mieux pour nous pour préserver nos intérêts? Je ne sais pas si c'est bien que Theresa May soit affaiblie et je ne sais pas si c'est bien d'avoir un problème de majorité au sein de la Chambre parce que, mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut sur Theresa May, c'est vrai qu'en ce moment elle est un petit peu acculée, on lui porte un peu tous les mots, mais elle a quand même porté le gros de la résilience du Royaume-Uni après le Brexit, la fin de l'hémorragie de la fuite des capitaux, le fait que les ménages britanniques ont décidé d'utiliser leur épargne pour continuer de consommer malgré la dépréciation de la livre. Tout ça, c'est aussi parce qu'elle a été une politique… se porte bien, hein, Pardon, depuis le se vote porte du Brexit. bien, mais on voit pareil que la détonation, si vous voulez, le choc Brexit n'a pas été immédiat, mais qu'il y a une décélération en valeur de l'économie britannique. Et donc Theresa May participe à cette résilience du Royaume-Uni. Alors on pourrait imaginer un scénario un petit peu, mais ça fait très théorie des jeux, où elle a une chambre avec des travaillistes et puis elle est obligée du coup de refaire un vote pour s'assurer que le deal transitionnel auquel il se mettrait d'accord avec l'Union européenne serait bon ou pas pour le peuple et que là, coup de tonnerre, le Royaume-Uni reste dans l'Europe, etc. Mais moi, je n'y crois pas. Je pense que la décision est prise. Brexit is Brexit. Brexit is Brexit. Mais Mais je pense qu'on a besoin d'un Royaume-Uni fort et puis on le voit, il y a d'autres sujets aussi qui… Même pour préserver nos intérêts à nous d'Europe. Je pense que le meilleur désinfectant, c'est le soleil et que Theresa May a un avantage, c'est qu'elle est très transparente. Elle a été depuis le début extrêmement claire sur le fait qu'elle défendrait les ménages et les entreprises britanniques. Elle sait que ça va être difficile. Je pense que l'Union européenne est maintenant d'accord pour protéger davantage. Il y a un vrai vent qui souffle dans l'Union européenne et dans la zone euro aujourd'hui, un vent d'offensive. Et je pense qu'elle le sent aussi, c'est-à-dire qu'elle voit ce couple franco-allemand qui se rapproche, elle voit qu'on traite de façon assez légère en fait, des problèmes, des vulnérabilités intrinsèques à la zone. Vous parlez de la crise bancaire avec M. Delannoy juste avant. On aurait pu s'attendre à ce que le risque italien devienne le prochain risque avec la fin du risque français et pourtant ça n'arrive pas. Donc elle sent aussi qu'on va peut-être pour une fois parler d'une seule voix et qu'on va défendre nos intérêts un petit peu mieux. Moi je pense que je préfère avoir quelqu'un de fort et de stable au Royaume-Uni pour faire ces négociations plutôt qu'un Royaume-Uni qui ne parle pas d'une seule voix. Je pense que c'est plus sain pour les négociations. Je pense qu'on va vers quelque chose qui sera certainement un Brexit mou. On aura bien sûr des désaccords sur la partie commerciale et la partie services financiers, mais je crois qu'on n'a aucun intérêt, personne n'a un intérêt à ce que ce soit un Brexit perdant-perdant et je pense que Theresa May est peut-être la meilleure personne pour négocier ce Brexit. Sur la partie justement, Ludovic Subran, services financiers, tout le monde s'excite, toutes les capitales européennes ont envie d'avoir du business et des emplois. C'est triste, vous savez. C'est triste oui, qu'on en même soit temps, aussi cannibalistique en fait. C'est triste qu'on n'arrive pas. Vous savez, quand on, c'est peut-être, j'espère que ce sera un des sujets de négociation. C'est triste, mais c'est le business, hein, c'est comme ça. Ouais, mais quand vous êtes en train de vendre, ouais, c'est-à-dire que si vous vendez une Europe une maison européenne qui fait attention à la famille avant de faire attention au reste du monde, comme l'a dit la chancelière Merkel en Bavière, juste après Taormine, je pense que vous avez tout à fait intérêt. Le président Macron a proposé le Buy European Act, de favoriser les entreprises européennes pour les commandes publiques européennes. Moi, je pense qu'il nous faut un Finance European Act. Je pense qu'on ne peut pas avoir un marché de capitaux périclité comme on l'a aujourd'hui. Ce n'est pas bon pour les startups, ce n'est pas bon pour l'utilisation de l'épargne de long terme Ça circule mal, européenne. ça marche pas.
Il y a une vraie balkanisation financière en Europe. Vous ne pouvez pas avoir des endroits… Ça parle pas. Il faut expliquer ce que c'est que la balkanisation. La balkanisation, ça veut dire qu'en fait, dans chaque pays prête… Si vous voulez, il y a aujourd'hui une fragmentation des marchés financiers. C'est pas normal que dans une même zone monétaire, il y ait des gens qui empruntent sur 20 ans pour acheter une maison à Paris à 1,3% et que les entreprises italiennes n'aient pas accès au crédit pour financer de l'investissement en capital. C'est pas normal qu'en Grèce, vous n'ayez pas accès au marché du crédit. C'est pas Et il faut vraiment faire quelque chose. Votre invité précédent parlait de l'union bancaire, c'est une chose. Je pense qu'il faut repenser aussi, de façon un petit peu plus offensive, la signature de la monnaie. L'euro est une monnaie forte, on ne doit pas en avoir honte. Je pense que c'est aussi le fait que le risque politique se déplace vers nos frontières, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Atlantique et de l'autre côté de la Manche, c'est une bonne chose pour nous parce que ça peut nous permettre de résoudre nos problèmes sans que tout le monde s'en mêle. Et sans être dans l'urgence. Voilà. Et donc de cette protection, je pense qu'il faut aussi un peu de promotion. Ça fait très macroniste, mais libérer et protéger. Je pense qu'on a réussi à protéger l'Europe de vents contraires. Aujourd'hui, il faut arriver à repenser aussi une partie des choses. Quand vous voyez le plan Juncker qui est peanuts par rapport au plan d'infrastructure chinois ou américain, il y a peut-être quelque chose à faire. Quand vous voyez qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'ensemble des produits européens pour libérer cette utilisation du capital, je pense qu'il y a… Il y a des consensus à trouver et qu'il faut que cet effet de taille, cette échelle européenne soit positive. Oui, mais pour la France, pour la place financière française, encore une fois, tout le monde s'excite. On a vu encore récemment des transferts d'emplois, c'était à Bruxelles, au Luxembourg. Francfort est aussi en compétition. On va récupérer les miettes ou il y a vraiment une carte à jouer, notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, je suis persuadé… Il y a le régime des impatriés, je crois, qui va être modifié. Oui, il passe sur le régime Lagarde, puisque c'était Christine Lagarde qui avait mis ça en place, qui passe de 5 à 7 ou 8 ans. Le principe, c'est justement… C'est que quand vous êtes impatrié, vous payez un taux d'impôt réduit pendant les 5 premières années. Voilà, c'est ça. Vous êtes italien, vous venez travailler en France pour une entreprise française. Pendant 5 ans, vous aviez un régime fiscal un petit peu plus favorable parce qu'on voulait attirer les talents, on voulait s'assurer que cette mobilité des personnes soit favorable en termes de productivité à la France. Ils vont un petit peu plus loin. Moi, je crois qu'on a deux façons de le faire, de se séparer les miettes du Brexit, parce qu'on ne remplacera jamais la City de Londres. Soit on fait des chocs de compétitivité, on se dumpe les uns les autres. C'est ce que fait un petit peu Francfort. Le comté de le Land de Hesse a proposé une fiscalité avantageuse pour que les middle et back-office des services financiers anglais viennent s'installer à Francfort et n'aillent pas à Milan ou n'aillent pas en Belgique ou Luxembourg, en Irlande ou en France. Moi, je pense qu'il y a une autre chose sur laquelle il faut qu'on mise. Je pense qu'en France, on a un vrai savoir-faire sur l'ingénierie financière. Je pense qu'on a un rôle à jouer sur le financement de la transition écologique. Je pense qu'on a un rôle à jouer sur la fintech et je trouve que, oui, c'est bien, et c'est d'ailleurs un petit peu le programme du président Macron, il faut rattraper notre retard en termes de compétitivité, mais il faut aussi inventer la suite. Et sur le secteur financier, je trouve que la France ne devrait pas rougir de ses savoir-faire sur le secteur financier. On a un système bancaire et assurantiel très fort, on a un savoir-faire de la gestion qui est… pourquoi les banques étrangères ne débarquent pas en masse à Paris quand on dit tout ça? Parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle que le lendemain du Brexit, le ministre des Finances de l'époque a dit on ne changera pas le régime fiscal. Et donc, si vous voulez, la concurrence se fait purement et simplement sur la fiscalité. Et là, on est perdant. Je pense qu'aujourd'hui, même si on baisse l'IS, l'impôt sur les sociétés, à 25, même si on fait des efforts sur l'impôt sur le revenu, etc., je pense qu'on n'atteindra jamais, ce sera une concurrence qui sera vers le bas. Et je pense que ça ne se fera pas là-dessus. Et si vous… Il y a un patron d'une grande banque anglaise qui disait la raison pour laquelle Paris pourrait être la prochaine capitale de la finance, c'est parce que votre conjoint ne va jamais passer ses vacances à Francfort. Ah, je l'ai entendu il y a peu de temps. Voilà. Et donc, je pense que c'est peut-être… Alors, il faut jouer là-dessus, mais il faut surtout jouer sur nos savoir-faire. Encore une fois, on a inventé une partie des produits dérivés a été inventée sur la place de Paris. Il ne faut pas qu'on ait honte de notre savoir-faire sur ce secteur-là. Et encore une fois, je pense que le président Macron, avec l'offensive sur la transition écologique, je pense que notre secteur d'entrepreneuriat, nos fintech, etc., sont des vrais atouts qu'on ne met pas assez en valeur. Il y a une réunion Paris Europlace début juillet. J'espère que tout ça va être… J'espère que la mayonnaise va prendre et que la marque Paris Europlace va vraiment convaincre une partie des acteurs sans que ce soit juste un jeu de bulleto entre des places financières fiscalisées différemment. Bon, un mot aussi, parce qu'il faut en parler, c'est aujourd'hui, on est jeudi, la BCE qui se réunit aujourd'hui, la Fed, ce sera la semaine prochaine. On attend, alors on présage de rien, on attend un changement dans la communication de la BCE.
pour préparer les marchés à cette sortie du QE? Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est le flou le plus total. Après le 31 décembre, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, il y aura quelque chose? Oui, je pense que dans les… Alors, Il y aura un on signal, revient à ce qui est… Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on revient à la grande époque quand moi, j'étais petit économiste et qu'on analysait les discours de Jean-Claude Trichet à la virgule près pour savoir exactement ce qui allait se passer. Là, on s'attend peut-être à ce que, bien sûr, le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif reste, mais que la quantité, par exemple, sorte du discours de Mario Draghi. On s'attend aussi à ce que les prévisions d'inflation, notamment pour 2019, soient revues à la baisse, parce que je pense qu'on se rend compte que cette reprise de valeur, cette reprise cyclique va être un petit peu de courte durée. On s'attend aussi, je pense, à ce qu'ils rassurent sur le fait qu'ils vont rester dans une forward guidance, donc avec des taux très bas pendant encore au moins un an et demi. Donc, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à grand-chose de la part de la BCE. Je pense que dans le risque, dans leur tête, il y a bien sûr cette reprise de court terme, mais ils savent aussi qu'elle est très conjoncturelle, avec, je vais en parler, les prix du pétrole, la Chine, etc. Et puis, il y a le risque italien quelque part dans la tête et le fait qu'on ne peut pas aujourd'hui débrancher tout de suite la pompe à liquidité. Je vous donne peut-être un chiffre, mais sur le marché des obligations italiennes, la BCE est aujourd'hui le principal acteur, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié de ce qui est acheté sur le marché. C'est ça le vrai sujet en fait. Je pense que le stress financier italien est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir finalement réussi à faire accepter à la grande majorité des pays de la zone euro qu'il fallait faire un QE et que peut-être qu'on l'a fait trop tard, et puis débrancher trop tôt la prise alors qu'on a encore une vraie poche de risque. Sur l'Italie, puis il n'y a pas péril en débat non plus quand on regarde l'inflation, encore une fois, on est hors alimentation, hors matières premières, tout ce qui est un peu volatile, on est à moins de 1%. Pourquoi est-ce qu'on s'excite quand on regarde les données économiques? Parce qu'il y a quelque chose d'historique et culturel en Allemagne, vous le savez, les chiffres d'inflation au début de l'année sur une partie des lenders allemands étaient particulièrement négatifs, on était au-dessus de 2%, donc ça a commencé à faire du bruit à la Bundesbank. Je crois qu'il y a une volonté de normaliser la politique monétaire en prenant notre temps, mais par exemple, l'hypercommunication de la BCE, qui est une bonne chose d'un côté, crée aussi un peu de bruit, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de rumeurs, par exemple, pendant tout le début de l'année, sur vont-ils commencer à changer les taux sans ajuster la partie monétariste, c'est-à-dire quantité de monnaie injectée dans le marché. C'était une question justement. Non, moi je dans pense que ça, c'est des fantaisies. On fait du tapering, on réduit les achats mensuels d'actifs. Je pense qu'on fera comme la Fed et ensuite on monte les taux. Ouais, je pense qu'on fera… Dans l'ordre, c'est ça. Si vous voulez, on expérimente une partie, mais on ne veut pas expérimenter trop non plus. Parce que je vous rappelle qu'il y avait quand même… Après, il y a aussi la taille du bilan après à réduire. Bien sûr, et on est le premier bilan aujourd'hui, on est tout fiers de ça, enfin, les Allemands un peu moins. Je crois qu'il y a un bilan à réduire, il faut prendre son temps pour le faire, mais je ne pense pas qu'on va changer les signaux de taux. Il y a un super livre, The End of Alchemy, de Marvin King, qui était le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui explique justement que peut-être qu'on n'a rien compris et que depuis qu'on a commencé à expérimenter avec le quantitative easing, on a oublié la théorie des monétaristes, des quantitativistes, et qu'en fait, on regarde les taux d'intérêt, mais ce n'est pas vraiment ça qui compte, c'est vraiment combien on met le bilan et la liquidité. Et je pense qu'il y a vraiment cette réflexion sur est-ce qu'il faut d'abord faire ça. Moi, je pense que la séquence est à peu près la même, ça marche assez bien pour la Fed, donc pourquoi la changer? Donc à partir, si je comprends bien, donc là aujourd'hui on est à 60 milliards d'euros d'achats mensuels d'actifs par la BCE jusqu'à fin décembre. Qu'est-ce qui se passe donc à partir de… On fait des spéculations. Je pense que dès aujourd'hui, ils vont annoncer qu'ils ne vont pas revenir sur la quantité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas remonter à 80 milliards si besoin. C'est pas le sujet, là. Oui, c'est pas le sens, là. Oui, mais je pense que ça, c'est comme toujours, c'est de la dentelle, la politique monétaire, et que c'est tout un effet d'annonce. Et donc, tout est sujet au contre-pied, donc il n'y aura pas grand-chose. Mais en effet, on va certainement ajuster ces rachats de 60 milliards à 40, à 20. En 2017 En 2018. Ah, en 2018, voilà. Oui. Vous savez, c'est… On ne touche pas jusqu'à fin 2017 au cas 60 milliards, exactement. Et on diminue à 40, à 20 on fait des paliers, 2018 pour éteindre ça en 2018. En 2018, il n'y aura plus de QE, enfin en tout cas, il y aura plus on stabilise le bilan. En 2018, on stabilise le bilan. Et 2019, on commence à préparer la montée des taux. Au moment où Mario Draghi partira. Oui, mais je pense que là, il y a beaucoup… C'est en novembre, je crois. Oui, mais il y a beaucoup de banquiers centraux nationaux de qualité, y compris dans notre pays, qui pourraient très bien faire le job. Attention, on ne donne pas sa voix à François Villeroy de Galhau, on aura compris. On finit là-dessus, Ludovic Subran, sur le fait que, et vous l'avez dit en creux tout à l'heure, plus globalement, au-delà de la BCE, on inclut aussi la Fed, même si les timings ne sont pas les mêmes, la normalisation de la politique monétaire, ça pourrait être plus long que ce qui est anticipé, imaginé par les opérateurs de marché? Je pense qu'aux États-Unis, on va clairement vers un moindre choc reflationniste et donc forcément la Fed a moins intérêt. Oui, c'est ça. C'est le contre-effet. C'est la déception de Trump. Ouais, donc le contre-effet. Et donc il n'y a pas d'urgence à augmenter trop vite les taux. Et puis on sait quand même que la Fed est quand même
elle s'est pas pressée pour augmenter les taux la première fois. Elle a attendu quand même plus d'1 an avant d'augmenter la deuxième fois les taux. Donc, je pense qu'elle va prendre son temps et qu'elle n'a surtout pas envie de casser le modicum de croissance qu'il y a aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour les marchés émergents. Vous regardez cette année, la croissance des marchés émergents en agrégé va être à 4,4%. C'est le plus fort taux de croissance des marchés émergents depuis 2008. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que la liquidité en dollars est quand même, c'est une pompe qui est nécessaire pour le monde. Et si on prend son temps, ça devrait être bénéfique pour à peu près tout le monde. Donc on ne sortira jamais finalement des politiques monétaires accommodantes. Ben non, vu à la vitesse à laquelle on cherche à en sortir, quelque part, c'est qu'on n'en sort vraiment jamais. Non, Quel devrait être le vrai taux d'intérêt aujourd'hui, à 10 ans, en France, aux États-Unis? Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que on n'y est pas là, non, mais je suis persuadé, moi, que le taux d'intérêt maximal qu'on atteindra avant de commencer à rebaisser les taux, où ça en Europe et aux États-Unis, sera la moitié ou le tiers des taux maximaux que nous avions atteints avant. C'est-à-dire que le taux naturel, aujourd'hui, on peut faire des tonnes de calculs, c'est comme la croissance potentielle et la output gap, c'est des trucs, c'est comme ça, c'est au doigt mouillé. Mais dites pas ça, je peux vous dire que moi, aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que d'habitude, on avait l'habitude de monter jusqu'à un cycle de taux aux US à 5%, en Europe à 3%, et que là, on sera à 2. Moi, je pense qu'avant de commencer à les rebaisser, c'est-à-dire avant la prochaine récession américaine ou avant qu'on ait besoin de les stabiliser… Il y aura moins de munitions, moins de marge de manœuvre pour… Alors, il y aura moins de marge de manœuvre si ce n'est la stabilisation du cycle, c'est-à-dire l'arrêt dans le cycle, ce qui est assez nouveau. On avait l'habitude d'avoir des cycles beaucoup plus forts de tightening, de hausse des taux. C'est 94, c'est la crise du tequila au Mexique, etc. Là, cette fois-ci, c'est vrai que, un, ils communiquent beaucoup, deux, ils regardent beaucoup plus de facteurs. On le voit aux États-Unis, ce focus sur le marché de l'emploi qui nous manque en Europe. On n'a pas vraiment cette souveraineté nécessaire pour avoir et la politique fiscale et la politique de l'emploi dans le viseur de la BCE. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on aura certainement un cycle de taux qui sera beaucoup moins spectaculaire que les précédents. Que par le passé. Ça s'appelle aussi la stagnation séculaire, peut-être aussi, mais c'est un autre sujet, c'est lié. Ouais. Vous reviendrez pour en parler, on en parlera tranquillement. Ludovic Subran était donc votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, chef économiste de l'Air Hermès. Merci. Merci.